Dans les Balkans, sur les bords de l'Adriatique, le fer à cheval croate ne laisse personne indifférent. La patrie aux damiers rouges et blancs est un trésor naturel, un carrefour européen, un nouveau venu dans l'Union européenne. La Croatie, c'est ce pays de seulement 4 millions d'habitants, la 77e économie mondiale, un IDH élevé et une géographie unique et particulière avec ses 700 îles. La Croatie, c'est Zagreb, Zadar, le parc naturel de Krka, les lacs de Plitvice, Dubrovnik, Split, les superbes villages d'Istrie. C'est aussi un tourisme attractif, les fudzi aux truffes noires, les terres de Tudjman, Silic, Ivanisević, Modric. Dans leur histoire, entre l'Empire austro-hongrois, le giron yougoslave, les guerres, les Croates ont appris que la reconnaissance est chère, l'indépendance une chance. Le patriotisme y est fort, l'amour pour le drapeau éternel. Le sport a placé sur la carte la Croatie et lui offre une visibilité internationale. Bien sûr, le football, sport aimé et à l'histoire riche en Hrvatska, comme elle est appelée, a permis de fédérer toute une nation, de susciter l'engouement de milliers de jeunes et d'une diaspora fière. Terre de formation, d'ultra chaud et politisé, de joueurs magiques, d'épopées, notre zoom s'arrête sur les côtes d'Almaty. On part aujourd'hui pour un voyage footballistique. Salut tout le monde, c'est Valentin de l'Arena Foot, j'espère que vous allez bien. Très heureux de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo pour le 3e épisode de notre série Zoom sur le foot. Après la Suisse, après le Sénégal, on retourne en Europe pour parler de la Croatie. Et avant de commencer cette vidéo, un petit rappel historique s'impose. La Croatie est indépendante depuis 1991. Avant cela, elle était une des 6 républiques constitutives de la Yougoslavie, notamment dirigée par la main de fer de Tito, qui comprenait également la Serbie, la Slovénie, le Monténégro, la Macédoine et la Bosnie, et qui a disparu en même temps que s'effondrait le communisme en Europe à la fin du XXe siècle. La Croatie moderne est donc un État jeune et qui, nous le verrons plus tard dans la vidéo, s'est constitué notamment grâce au football. Ainsi, on ne s'intéressera que très peu au foot croate avant 91, on ne parlera pas du foot yougoslave, de ses joueurs, mais ne vous en faites pas parce que ça fera l'objet de futures vidéos. La Croatie est un pays de sport à n'en pas douter. Le tennis, le handball, le basket ou le water-polo, tous sont pratiqués, mais le football occupe une place encore plus importante dans la vie sociale des Croates. Sa popularité est inégalable, notamment pour la sélection nationale, pour la Hrvatska. Comme pour chaque vidéo, je vous donne des petits chiffres. Il y a 130 000 licenciés en Croatie. Alors comme ça, c'est rien. Mais si vous rapportez ça à un pays de 4 millions d'habitants, franchement, c'est tout à fait honorable. Le sport, et le football bien sûr, développe aussi un fort patriotisme, une fierté nationale. Finaliste de la Coupe du Monde en 2018, un quart du pays était à Zagreb pour accueillir les héros de Russie. La Croatie s'appuie aussi sur le soutien de sa diaspora et sur ses communautés réparties dans le monde, en Suisse, en Autriche, au Canada, en Australie, en Allemagne. Simunic, Rakitic, Kovacic, Kovac, Klasnic, Pasalic, tous sont nés en dehors des frontières croates, mais tous ont joué pour le damier rouge et blanc, symbole d'un lien fort pour le pays d'origine. On reviendra sur l'aspect social un peu plus tard, notamment en parlant d'histoire, mais parlons maintenant de la Prva HNL, la première division du foot croate qui est composée de 10 équipes. Les 3 premières places sont qualificatives pour les tours préliminaires, la Ligue des Champions pour le premier et la Ligue Europa Conférence pour les suivants. Le club le plus connu que vous connaissez bien sûr, c'est le Dinamo Zagreb qui était déjà un grand club sous l'ère yougoslave qui compte 23 titres de champion depuis 92. Il a gagné tous les championnats depuis 2006, sauf lors de la saison 2016-2017 où Rijeka a créé la surprise en s'imposant. Sinon, c'est une véritable mainmise sur le foot croate depuis des années. C'est le club qui a été créé par les communistes, l'appellation Dinamo. C'est le club du pouvoir des élites politiques. Bref, il domine sans partage le foot croate. Pourtant, la saison passée, le titre s'est joué dans les derniers instants du championnat. Il y a eu un peu plus de combats parce que le Hajduk Split, l'un des clubs les plus populaires du pays et historique du championnat 6 fois vainqueur, a fait son retour après une période dans l'ombre. De quoi redonner un peu de passion et de suspense dans le championnat. En tout cas, Dinamo Zagreb, Hajduk Split, on a là les deux mastodontes du foot croate, les clubs les plus soutenus, puisque si on parle d'autres clubs comme Osijek, Rijeka, c'est des clubs où les bassins de supporters sont beaucoup plus localisés. D'un point de vue supporterisme, la Croatie, c'est très chaud. Pas forcément de grands stades, mais des ambiances bouillantes, notamment si on parle des 2 plus grands clubs. Le Dinamo Zagreb peut compter sur son armée des Bad Blue Boys, BBB, ambiance littéralement folle dans le Maksimir, mais ultra considéré comme de la catégorie C par l'UEFA, c'est-à-dire la fraction la plus violente des ultras européens. Pour certains, ce sont de vrais hooligans. Quand la BBB se déplace en Europe, c'est toujours considéré
à risque. De d'autres, on a les rivaux, le club populaire de Hajduk Split avec les ultras de la Torcida Split, ces sociaux qui détiennent 30% du club, groupe fondé en 1950, c'est le plus vieux groupe ultra d'Europe et littéralement un mouvement absolument fou à la passion dévorante. En 2020, vous avez peut-être vu s'embraser Split pour l'anniversaire des 70 ans du groupe. Alors on parle un peu de l'aspect social de ces groupes et de leur lien avec l'histoire croate plus tard, parce qu'on va parler maintenant des épopées européennes croates qui sont pas très nombreuses. La Croatie reste un petit poussé à l'échelle des compétitions européennes, mais l'histoire a retenu que la saison 94-95 du Hajduk Split a été merveilleuse. Le club sort des poules composé du Steaua, d'Anderlecht et de Benfica et se qualifie en quart de finale de la Ligue des Champions. Split défie alors l'Ajax, le très grand Ajax, celui de David Seedorf, Kluivert, Lidmanen. À l'aller, Split tient un très bon nul avant de prendre une volée 3-0 à Amsterdam. L'Ajax remportera d'ailleurs cette Ligue des Champions l'année-là contre le Milan AC. C'est le dernier grand match d'une équipe croate et vous voyez, ça remonte. En réalité, le foot croate a pris pas mal de retard parce que sa locomotive, le Dinamo Zagreb, est resté longtemps assez faible en Europe. Peu d'ambition européenne, des humiliations assez folles, je me souviens de ce 7-1 contre Lyon il y a à peu près 10 ans. Rajoutez à cela un climat délétère dans le club avec des personnes assez négatives qui gravitaient, des magouilleurs, des mafieux littéralement si on prend l'exemple de Mamić, accusé de matchs truqués, corruption ou fraude fiscale, aujourd'hui en fuite en Bosnie et poursuivi par Interpol et qui avait très longtemps la mainmise et sur le foot croate et sur le Dinamo. En témoignent les dires d'un journaliste que je cite: le football croate est aujourd'hui aux mains d'une clique de criminels avec à la tête de tout la famille Mamić. En Croatie, on sait que le diable s'appelle Zdravko Mamić. Fin de citation. Bref, c'était pas tout rose au sein du Dinamo et cela altérait complètement le développement du club et du foot croate. Mamić démissionne en 2016, arrive en 2018 un entraîneur Bjelica qui va apporter beaucoup de belles nouveautés, du jeu, du mieux. Le Dinamo est moins ridicule en Europe et se crée même de belles histoires comme cet incroyable exploit en Ligue Europa en 2021 avec un succès 3-0 contre Tottenham après une défaite 2-0 à l'aller. L'équipe devient plus régulière et signe la saison passée un match de 16e de finale de Ligue Europa contre le FC Séville. La pérennité des clubs croates en Europe a enfin débuté. Cette année, le Dinamo est au 3e tour préliminaire de la Ligue des Champions et espère retrouver la coupe aux grandes oreilles. Le point suivant que je voulais aborder dans cette vidéo, c'est la formation exceptionnelle dont dispose la Croatie et c'est ce qui fait beaucoup l'économie de son football. En Croatie, le vivier est important parce que la formation, notamment grâce au Dinamo Zagreb, est de grande qualité. Les clubs font confiance en leurs pépites et en leurs plus jeunes. Il y a cet esprit de confiance en Croatie qui ouvre aussi rapidement aux joueurs les portes de la sélection nationale qui s'appuie beaucoup sur ces talents du lendemain. On peut ainsi faire des carrières très longues en sélection à l'image de Luka Modric ou Rakitic mis très tôt dans le bain sous le maillot croate. La formation en Croatie, eh bien c'est simple, c'est la survie du foot croate. Comme le championnat ne peut que très peu rivaliser avec les championnats plus forts, faire gonfler les droits TV et attirer des grands joueurs, la source de revenus principale, ce sont les reventes des jeunes. La vérité en chiffres, la Croatie c'est le 8e pays qui a le plus de joueurs de foot professionnels dans le monde. Je rappelle que c'est un pays de 4 millions d'habitants et en volume en termes d'exportation de joueurs pro à l'étranger, la Croatie est première, stat assez folle. Et en plus d'être nombreux, les joueurs croates à l'étranger sont de qualité. Kovacic, Brozovic, Rakitic, Modric, Majer, Ivanović, pour ne citer que. On trouve toujours en Croatie des joueurs à l'ancienne, techniques. Il y a une véritable culture du milieu de terrain avec une identité de jeu assez unique en Europe. La formation se modernise aussi en Croatie. Rijeka a mis en place un nouveau centre d'entraînement tandis qu'Osijek a présenté des plans pour construire un nouveau grand complexe sportif. Beaucoup de choses de l'écosystème croate tournent donc autour de la formation de joueurs, même si le soutien financier de la fédération est essentiel pour la survie de nombreux clubs et structures footballistiques du pays. En revanche, l'apparition d'un Clairefontaine croate est en stand-by, comme la rénovation construction de stades à l'image du futur stade national. Le stade Maksimir du Dinamo Zagreb, avec ses tribunes lointaines datant de l'époque yougoslave, est très loin d'être beau. De plus, beaucoup de projets de stades dépendent de fonds étrangers. C'est le cas du projet d'Osijek, qui était un temps supervisé par des fonds hongrois. Peu de choses avancent malheureusement à ce niveau-là pour la Croatie. On passe à la dernière partie de la vidéo, ma préférée, c'est le poids historique et politique du foot en Croatie et l'histoire de la sélection nationale. Car en effet, l'histoire est très importante dans le foot croate. Tudjman, leader nationaliste de la Croatie au début des années 90, puisait un fort soutien dans les Bad Blue Boys que nous avons mentionnés avant. Les Ultras de Zagreb agrémentent un fort nationalisme croate et rejettent la politique orchestrée par le Serbe Slobodan Milosevic. La rivalité avec la Serbie prend alors son envol. En 1990, au moment où s'effritait la Yougoslavie, un Dinamo Zagreb étoile rouge de Belgrade va littéralement mettre le feu aux poudres, une sorte d'avant-première du conflit guerrier qui suivra avec des émeutes entre les Bad Blue Boys et les déliés, les ultras serbes de l'étoile rouge.
La violence est inouïe. Avant le rendez-vous déjà en ville, mais en tribune, les deux camps se menacent à l'aide de couteaux. Les ultras de Zagreb tentent de rentrer sur la pelouse pour en découdre avec les Serbes. La police est rapidement débordée. L'image marquante de cette journée sombre, c'est le coup de pied du joueur croate Zvonimir Boban adressé à un policier qui s'en prenait à un Croate. Instantanément, Boban devient un héros national. Encore aujourd'hui, les Serbie-Croatie entre clubs ou sélections restent des matchs chauds et les confrontations se passent plus souvent dans les tribunes entre des groupes ultra politisés qui endoctrinent notamment les plus jeunes supporters, dont de nombreux qui n'ont pas connu la guerre, mais qui entretiennent le fantasme du nationalisme. Seul un joueur de nationalité serbe joue en Croatie, c'est la preuve d'une vraie rivalité ancrée socialement, la preuve aussi que l'idée d'une ligue adriatique reste impossible. Mais surtout, le football a littéralement placé la Croatie sur la carte du monde. Dans les années 80 et début des années 90, le nationalisme se développe partout en Yougoslavie, nous l'avons vu, et de nombreux Slaves du Sud se désolidarisent petit à petit de l'État commun. En football, les Croates ne vibrent plus pour la Yougoslavie. Franjo Tudjman, qui sera donc le futur leader de l'État indépendant, organise le 16 octobre 90 une rencontre amicale entre la Croatie et les États-Unis. C'est tout simplement le premier match de l'équipe nationale alors que cette dernière n'est qu'une république au sein de la Yougoslavie. Les joueurs sont vêtus d'un maillot à damier rouge et blanc qui fait notamment référence à l'emblème du parti fasciste des Ustashi durant la Seconde Guerre mondiale. La ligne est donc très nationaliste, mais c'est comme ça que Tudjman va faire du football le ciment de l'unité nationale croate. En 92, la Croatie intègre l'UEFA et va très vite progresser, emmenée par sa génération dorée et l'entraîneur Miroslav Blažević, membre du HDZ, le parti nationaliste et proche de Tudjman. La frontière est donc très poreuse entre la politique et le foot croate, mais la recette marche. La Croatie se qualifie pour l'Euro 96 devant l'Italie, vice-championne du monde en titre, Euro qu'elle achèvera au stade des quarts de finale. 2 ans plus tard, la Hrvatska se qualifie pour le premier mondial de son histoire en étant indépendante. C'est une épopée folle ponctuée au stade des demi-finales avec notamment un succès 3-0 contre l'Allemagne et durant lequel des légendes croates ont brillé, dont Suker, meilleur buteur du mondial avec 6 buts. Malgré un scénario frustrant contre la France en demi, le succès de l'été 98 dépasse largement la déception. Le pari de Tudjman est réussi, la Croatie est désormais un point connu, une nation visible. Les années suivantes seront moins fructueuses. Les Coupes du Monde 2002 et 2006 sont moins bien réussies et malgré l'Euro 2008 plutôt intéressant, la Croatie manque la Coupe du Monde 2010, rate sa Coupe du Monde 2014. Une équipe revancharde et armée arrive à l'Euro 2016 en France. Et cet Euro est convaincant malgré une élimination difficile en 8e contre le Portugal, futur vainqueur. La Croatie a montré de belles choses et promesses à l'image de son succès contre l'Espagne en poule. En 2017, Zlatko Dalic prend en main la Croatie avec la Russie 2018 comme objectif et quel succès. Après une phase de groupe parfaite et des éliminations du Danemark, de la Russie et de l'Angleterre, la Croatie rejoint la finale de la Coupe du Monde pour la première fois de son histoire. Si comme 20 ans plus tôt, la France l'emporte encore, la Croatie est vice-championne du monde, plus grand exploit de son histoire, et s'affirme encore un peu plus sur la scène internationale. J'ai réalisé un petit jeu pour vous montrer l'influence du foot sur la visibilité de la Croatie. J'ai demandé à 10 personnes, pas forcément des fans de foot, de me citer chacune 3 faits sur la Croatie, peu importe le domaine. 7 personnes sur 10 me parlent de France-Croatie 98, de Modric, Rakitic ou de la finale de 2018. C'est sans appel et je vous invite à essayer ce petit jeu chez vous aussi. C'est l'heure du bilan de notre vidéo, l'heure de conclure ce zoom sur le foot sur la Croatie et d'aborder le futur de ce pays. Si pendant des années le championnat croate a semblé très faible au niveau européen et très déséquilibré, force est de constater qu'il y a une amélioration du championnat et de l'indice UEFA croate chaque année. Des joueurs reviennent au pays à l'image de Kalinic, c'est bon pour la visibilité, pour l'attractivité. Il reste encore beaucoup de chemin à faire néanmoins, mais le championnat est sur la voie du progrès. Il faudra aussi que le Hajduk Split maintienne le cap pour l'intérêt de la première division. La modernisation des infrastructures footballistiques sera aussi une clé dans le futur. Pour le moment, on l'a dit, c'est un peu en stand-by. En ce qui concerne la sélection, la génération 2018 a doucement tourné la page avec les retraites de Mandzukic, Subasic et Rakitic et les futures fins d'aventure de Perisic ou Modric. L'Euro 2021 n'a pas été trop mauvais, il aurait pu être pire, mais la Croatie devra se refaire pour reconstruire un nouveau cycle. Ça tombe bien, la Hrvatska arrivera au Qatar en fin d'année avec Gvardiol, Mayer, Susic, Ivanovic, Pongracic, des pépites, des talents, de la jeunesse, l'espoir d'une nouvelle génération dorée, d'un nouveau chapitre footballistique qui fera rayonner le damier rouge et blanc. Comme le dit un proverbe croate, il est plus simple de croire que de s'enquérir. Voilà les amis, c'est la fin de ce long épisode, l'une des meilleures vidéos que j'ai réalisées je pense sur la chaîne. J'ai pris un plaisir fou. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker la vidéo et rejoindre la chaîne, abonnez-vous, activez la cloche.
Tout ça, c'est bon pour la chaîne, pour le référencement, c'est gratuit, ça me soutient beaucoup. Je remercie du fond du cœur Cédric du super compte Twitter l'ActuFoot Croate qui m'a beaucoup aidé pour cette vidéo. Merci à toi. Il est passionné et tellement intéressant. N'hésitez pas à cliquer sur son lien en description et en commentaire épinglé. Je vous glisse également des articles sympas sur le sujet si vous voulez aller plus loin et si vous êtes curieux d'en apprendre encore. Je vous conseille d'ailleurs le livre de Loïc Trégourès, Le football dans le chaos yougoslave. Merci pour votre fidélité. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette vidéo et à me conseiller des prochains pays pour les épisodes suivants de Zoom sur le foot. C'est tout pour moi, les amis. Passez une belle journée, une bonne soirée. Prenez soin de vous et profitez des vôtres. Ciao!